les dieux décident, il n'est nul mortel pour s'opposer à leurs actions. La fatalité veut que les hommes restent soumis aux lois divines, et cela est bon. Mais quand les hommes décident, il est toujours d'autres hommes pour s'opposer à leurs actions. La jalousie, l'envie de pouvoir et la soif d'argent guident leurs actions et lorsqu'elles se concentrent en un seul point, peuvent causer de grands dommages. Rome, en l'an 250 après la fondation, fut à l'un de ces points. L'année 250 fut une année funeste mais édifiante pour Rome. Pour la première fois de son histoire, après la chute des rois Onis, une oligarchie réclame le pouvoir. Ils se font appeler Triumvirat, les trois hommes, comme s'il n'en existait nul autre sous le ciel des dieux. Qui sont-ils? Des puissants, bien sûr. Il y a parmi eux Titus Andronicus, consul, maître des troupes qui combattent les Grecs sous les murs de Rome, car Rome est assiégée. Jamais péril ne fut aussi grand. Ostie est prise par traîtrise, la Campanie est soulevée, il faut un héros pour restituer à Rome son honneur, sa puissance et sa gloire passée, pour vaincre l'alliance campanienne. Cet homme s'est levé, il s'appelle Titus Andronicus. Tel Hector, il fauche par dizaines les assaillants sur les murs de Rome. En face, il n'y a pas d'Achille. On connaît également Marius Lucius Actae, consul lui aussi, vainqueur des Étrusques, qui l'a poursuivi sans relâche jusque sous les murs de Saturniae, leur capitale. Il a une grande influence sur les plus anciennes familles patriciennes du Sénat. Sa probité et sa piété l'ont fait comparer à Numa. C'est également un homme brave, dont la seule ambition est de voir l'éclat de Rome s'étendre sur tous les peuples de la terre. Le dernier des trois s'appelle Titus Claudius. Il est jeune, mais descend d'une vieille famille patricienne réputée, dont le représentant le plus éminent fut Eusèbe Claudius. Tribun de la plèbe, il a son soutien. Légat de Rome en Étrurie, il achève de prendre Saturniae et fait envoyer la tête du dernier des Tarquins à Rome, suspendue au sommet d'une pique. L'armée d'Étrurie est sous son commandement. Ces trois hommes d'action sont face à un Sénat léthargique, embourbé dans des discussions stériles et sans objet. Incapables de prendre une décision, les sénateurs s'attachent pourtant à leurs vieilles prérogatives et craignent de voir plus une parcelle de pouvoir leur échapper que de voir Rome tomber. Une alliance avec l'ennemi ne leur fait pas honte. Les discussions deviennent interminables et les Napolitains sont sous les murs de Rome. Les traîtrises se multiplient ainsi que les actes de vandalisme. Même la demeure du censeur Manius Ecritius Stilo est attaquée. L'inertie des sénateurs, la multiplication des atteintes au droit, la crainte suprême enfin de voir Rome tomber aux mains des Grecs rendent une action vigoureuse nécessaire. Talarius, un sénateur au passé louche, soupçonné d'être à la solde des Napolitains et de leur avoir vendu Ostie, brigue le poste de tribun de la plèbe. Le Sénat, aveugle, accepte. Titus Claudius y oppose son veto de tribun. La crise atteint alors son paroxysme. Le censeur, s'appuyant sur une large majorité sénatoriale, a déclaré illégal le veto de Titus Claudius. Les deux consuls, eux, inquiets de voir Talarius occuper le tribunat, prennent fermement position aux côtés de Claudius. Les débats sont interminables et violents. Félénis Talarius multiplie les actions pour agiter la plèbe en sa faveur. De violentes bagarres éclatent dans les rues entre opposants et sympathisants du nouveau tribun. La confusion grandit au sein de l'ours. Elle devient panique lorsque les Grecs campent sous les murs de la ville. On découvre que plusieurs puits ont été empoisonnés, que les rumeurs les plus folles courent dans l'ours,
à propos de trahison, de Romains vendus aux Hellènes. Les bagarres de rue se transforment en émeutes. Le fossé s'agrandit entre le peuple assiégé qui redoute la famine et le Sénat qui semble impuissant à rétablir le calme et à maîtriser la situation. C'est alors que les 3 généraux décident de passer à l'action et planifient un coup d'État militaire afin de rétablir la paix civile et lever le siège de Rome. Les 3 se partagent les rôles. Titus Andronicus d'abord commandera les légions qui engageront la bataille contre les Grecs. Marcus Lucius Actaeus ensuite doit prendre le contrôle de la cité. Titus Claudius enfin, d'Étrurie, fera progresser sa légion à travers le Latium à marche forcée. Il leur faut cependant un bouc émissaire, et Talarius est tout désigné pour le rôle. Actaeus, qui a réussi à prendre vivant un saboteur napolitain, lui fait avouer que le poison lui a été fourni par le triomphe. Les traîtres sont dans la ville, le recours à la force armée s'impose. Au premier jour de l'hiver, Marcus Lucius Actaeus se présente devant la légion cantonnée au faubourg de Rome. Après en avoir pris le contrôle, il lui fait traverser de nuit les portes de la ville. Quand Rome s'éveille au petit matin, elle découvre avec stupeur que les armées sont dans les rues et occupent l'ensemble des points stratégiques. Marcus Lucius Actaeus s'adresse alors au Sénat et déclare la formation d'un gouvernement provisoire, le Triumvirat. Le Triumvirat prend le contrôle des institutions et de l'armée, le temps pour la République de vaincre les Grecs. Talarius, lui, est placé en résidence surveillée. La réaction sénatoriale est immédiate et furieuse. Le censeur, Manius Écritus Stilo, soutenu par la jeune génération sénatoriale, déclare le triumvirat illégal et traître à la République. Le censeur est également consigné chez lui. Pendant ce temps, Titus Claudius ramène une partie de ses troupes sur Rome, laissant le contrôle du reste de l'armée à Saturniae et à Cnaeus Crassus de Fontis. Titus Andronicus combat et poursuit les Napolitains enfin vaincus. Les armées, revigorées, reprennent Ostie et infligent des pertes énormes aux Grecs en déroute. La famine, crainte par les assiégés, est évitée grâce aux mesures énergiques prises par les 3 hommes. Mais à Rome, la résistance sénatoriale s'est organisée. Un jeune magistrat, Publius Cornelius Scipio, y joue un rôle majeur en obtenant du pontife qu'il déclare le triumvirat impie. Le censeur, Manius Écritus Stilo, très populaire, réussit à retourner ses gardiens et rallie la plèbe à sa cause. Les jours du triumvirat sont désormais comptés. Les Grecs sont vaincus, le siège est levé, Rome ne subira pas la famine. Le triumvirat n'a plus d'utilité. Ses jours sont désormais comptés. Marcus Lucius Actaeus est retrouvé mort, assassiné. Aucune enquête n'est menée à son terme pour tenter d'établir le coupable, ce qui laissera croire que certains membres du Sénat pouvaient être les responsables. Titus Claudius se suicide alors que les vigiles pénètrent chez lui pour l'arrêter. Sa famille a fui chez des alliés gaulois, mettant un terme à la présence des Claudii sur Rome. Titus Andronicus, vainqueur des Napolitains, rentre à Rome pour faire face à ses juges. Mais c'est Manius Écritus Stilo, le censeur, qui le défendra. Il obtiendra sa grâce ainsi que la conservation de ses privilèges. Cet épisode bref a laissé bien des cicatrices et des inimitiés durables entre sénateurs. Nul homme ne peut se souvenir sans émotion des histoires qui ont cours dans sa famille, qu'il soit descendant des fidèles du triumvirat ou du parti adverse. Longtemps, Rome s'est trouvée partagée suite à cet épisode, et il n'est pas certain qu'elle ait retrouvé sa quiétude antérieure.